Deux chiffres surgissent, 5 milliards et une arrestation unique seulement. Le contraste entre une pression financière extérieure et la réaction méthodique d'unité loyale installe une tension froide, sans éclat, mais avec une précision qui oblige à relire chaque signal faible, vérification, recoupement, puis comparaison entre données historiques et flux récents, jusqu'à repérer un écart de 17% qui fait basculer l'analyse d'un incident isolé vers une dérive plus profonde dans la chaîne d'information. Que révèle ce fil pour vous autour d'Ibrahim Traoré aujourd'hui ? Un détail minuscule peut déplacer toute l'architecture. Cette analyse propose une lecture structurée de l'incident décrit dans les sources disponibles, sans jugement normatif ni interprétation politique. L'enjeu n'est pas de raconter un événement spectaculaire, mais de comprendre comment une séquence apparemment limitée révèle des fragilités systémiques, des ajustements progressifs et des mécanismes de protection soumis à des contraintes multiples. Pour le spectateur, le bénéfice est clair. Mieux lire les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des ruptures visibles. Les documents montrent que l'affaire dépasse largement une tentative isolée ou une interpellation ponctuelle. Elle met en lumière un mode opératoire fondé sur l'exploitation de micro-écarts, la circulation d'informations fragmentées et la mise à l'épreuve des procédures internes, dans un environnement déjà sous pression extérieure. Autour d'Ibrahim Traoré, ces dynamiques prennent une importance particulière, non parce qu'elles désignent une intention, mais parce qu'elles testent la capacité institutionnelle à absorber, interpréter et corriger des variations sans perdre en cohérence opérationnelle. La question centrale devient alors méthodologique. Comment distinguer une irrégularité contextuelle d'un indice structurel et à quel moment l'accumulation de détails impose de reconsidérer l'ensemble du dispositif ? Une mini-révélation apparaît d'emblée. Un écart chiffré de 17% dans les flux internes suffit à transformer une anomalie discrète en indice structurel. Ce pourcentage, modeste en apparence, déplace l'analyse des symptômes visibles vers les mécanismes profonds qui organisent la circulation de l'information et des ressources autour d'Ibrahim Traoré. Pour comprendre cette bascule, les documents décrivent une logique méthodique. L'incident financier évoqué au départ n'est pas traité comme un fait isolé, mais comme un signal parmi d'autres. Les équipes techniques comparent alors données historiques et flux récents, construisent des tableaux de variations et tracent des écarts persistants afin de distinguer fluctuations normales et dérives installées. Cette approche vise moins à désigner une responsabilité qu'à localiser précisément l'endroit où la cohérence opérationnelle commence à se fragmenter. Le contexte est essentiel. La période décrite est marquée par des pressions extérieures ordonnées et par une vigilance interne accrue. Dans cet environnement, chaque variation devient lisible autrement. Un transfert inhabituel, un délai récurrent ou une présence non justifiée ne déclenchent pas immédiatement une conclusion. Ils alimentent une accumulation d'observations. C'est cette accumulation qui crée la densité analytique nécessaire pour dépasser l'hypothèse d'un incident ponctuel. Autour d'Ibrahim Traoré, cette lecture structurée révèle un enjeu central. La stabilité institutionnelle dépend de la capacité à interpréter correctement les variations, qu'elles proviennent des flux internes, des pressions extérieures ou des chaînes d'information. Les documents insistent sur ce point sans le politiser. Ils montrent comment un système se protège en affinant ses seuils d'alerte plutôt qu'en réagissant à l'événement le plus visible. Ainsi, la mini-révélation n'est pas l'arrestation elle-même, mais la compréhension qu'un delta mesurable peut servir de révélateur d'architecture. Une fois ce prisme adopté, l'ensemble de la séquence se réorganise. L'enquête devient une lecture continue des ajustements et non une réponse ponctuelle à un choc isolé. Les documents déplacent ensuite le regard vers ceux qui opèrent en première ligne, loin des annonces visibles. Il s'agit d'un groupe restreint d'officiers et de techniciens chargés de surveiller l'évolution d'une situation jugée inhabituelle. Leur rôle n'est jamais présenté comme politique. Il consiste à appliquer des procédures classiques de contre-ingérence avec une attention particulière portée à la répétition des signaux et à leur cohérence dans le temps. Un premier cas, brièvement décrit, concerne la circulation d'un individu étranger entre plusieurs sites militaires et civils. Aucun geste n'est immédiatement qualifié de menaçant. Ce sont les irrégularités cumulées qui justifient une observation rapprochée. Motif flou,
déplacements récurrents, absence de justification opérationnelle claire. L'impact précoce est méthodologique. La surveillance se densifie, les points de friction se précisent et la chaîne décisionnelle ralentit volontairement pour éviter toute conclusion hâtive. Un second cas met en lumière le travail de recoupement documentaire. Des numéros étrangers apparaissent dans les éléments consultés, associés à des transferts mentionnés dans les rapports. Là encore, aucune interprétation n'est tirée. Les équipes se contentent d'établir une cohérence factuelle en reliant déplacements, contacts et données disponibles. Ce travail discret et produit un effet immédiat. Il transforme un doute isolé en hypothèse structurée, suffisamment solide pour justifier une phase suivante d'exploitation. Ces impacts précoces révèlent une logique clé. Avant toute interpellation, le système ajuste ses seuils internes, clarifie ses procédures et consolide ses routines d'observation. Autour d'Ibrahim Traoré, les sources montrent que cette phase silencieuse joue un rôle déterminant. Elle permet de passer d'une vigilance diffuse à une lecture organisée où chaque détail compte sans jamais devenir un raccourci interprétatif. En bref, la stabilité se construit bien avant l'événement visible. La séquence se déclenche sans éclat. L'activation initiale ne repose ni sur une alerte spectaculaire, ni sur une rupture soudaine, mais sur un signalement simple consigné dans les rapports. Un individu étranger circule entre plusieurs sites militaires et civils sans motif opérationnel clairement identifié. Cette information, prise isolément, ne déclenche aucune action immédiate. Elle ouvre une phase de vigilance accrue intégrée aux procédures standards de contre-ingérence. Les officiers observent, consignent, comparent. Le temps devient un outil, non une contrainte. Progressivement, la dynamique s'intensifie, les allers-retours se répètent, les contacts se diversifient et les vérifications successives révèlent des correspondances matérielles inattendues. Des registres sont examinés, des identités recoupées, des communications autorisées, consultées dans un cadre strictement réglementaire. À ce stade, aucun élément n'est traité comme une preuve. Chaque donnée est considérée comme un indicateur potentiel destiné à renforcer ou à affaiblir une hypothèse encore fragile. L'enjeu reste méthodologique. Éviter la précipitation tout en consolidant une compréhension cohérente de la situation. Le point de montée apparaît lorsque plusieurs numéros étrangers sont identifiés parmi les éléments mentionnés dans les documents. Leur présence n'entraîne pas de conclusion immédiate, mais elle modifie la posture opérationnelle. La surveillance devient plus structurée, les observations sont centralisées et les équipes commencent à simuler un intérêt prudent pour les propositions évoquées par l'individu observé. Cette phase, décrite avec précision dans les sources, ne vise ni l'acceptation ni la négociation. Elle sert à recueillir des informations suffisantes pour comprendre l'intention, l'éventuelle organisation et l'existence de relais extérieurs. Le climax se situe lors de la rencontre du 8 novembre. Tout est calibré pour permettre une interpellation sans confrontation. L'environnement est sécurisé, les risques réduits et les éléments matériels sont collectés de manière méthodique. La valise, les enregistrements et les listes de contacts deviennent les pièces centrales de la phase suivante. Ce moment transforme une observation lente en action décisive. Il marque aussi un changement d'échelle. L'incident cesse d'être perçu comme une initiative individuelle et s'inscrit dans un système de sollicitation extérieure plus vaste et plus ordonné, perceptible dans le contexte entourant Ibrahim Traoré. La rémanence commence immédiatement après. Les services compétents exploitent le téléphone, l'ordinateur et les documents physiques Balesi. Chaque support révèle des fragments d'interaction, flux financiers évoqués, métadonnées, contacts renvoyant à plusieurs pays voisins et à certaines structures européennes. Les analystes ne tirent aucune conclusion politique. Ils procèdent à une cartographie fonctionnelle, destinée à distinguer initiatives isolées, interactions opportunistes et schémas répétitifs. Cette ligne des événements illustre une logique en 3 temps clairement identifiable: surveiller, vérifier, exploiter. Elle montre comment une séquence opérationnelle se construit par ajustements successifs où chaque étape conditionne la suivante. Autour d'Ibrahim Traoré, la pression perçue ne se lie pas dans un geste unique, mais dans la continuité d'un dispositif capable de transformer des signaux faibles en compréhension structurée sans jamais rompre avec ses propres règles.
Le point de départ est un niveau de référence clair, puis viennent les écarts mesurés qui en modifient la lecture. Ça déjà. Les documents structurent cette partie autour d'indicateurs chiffrés, non pour produire une conclusion politique, mais pour rendre lisible la dynamique des ajustements observés. L'approche est constante, établir un baseline, mesurer un delta, puis expliciter ce que ce déplacement implique sur le plan opérationnel. Un premier indicateur concerne les revenus issus du secteur aurifère, avec une hausse mesurée de 37%. Les rapports ne qualifient pas cette variation comme un succès ou un échec. Ils la décrivent comme un changement de structure dans la captation des flux. Une telle augmentation peut résulter de plusieurs facteurs techniques: révision contractuelle, réduction d'intermédiaires, modification de procédures de collecte ou réorganisation des mécanismes de gestion. Ce qui importe ici n'est pas la cause exacte, mais le signal produit. Un delta de cette ampleur indique que les canaux économiques internes ont été reconfigurés, volontairement ou par contrainte, et que cette reconfiguration modifie la manière dont les ressources circulent à l'intérieur du système. Autour d'Ibrahim Traoré, cette donnée sert de repère pour évaluer la solidité des circuits économiques dans un contexte déjà soumis à des pressions extérieures. Un deuxième indicateur porte sur les dépenses de sécurité, avec une progression de 28%. Là encore, la lecture reste strictement fonctionnelle. Les documents associent ce chiffre à un renforcement méthodique des capacités existantes, acquisition matérielle, extension logistique, programme de formation ou ajustement organisationnel. Ce delta signale un déplacement mesurable des priorités budgétaires. Il montre que les mécanismes de protection occupent une place croissante dans l'allocation des ressources, sans que cela soit présenté comme une réponse idéologique. Dans l'environnement décrit, cette intensification correspond à un besoin opérationnel précis, traiter des signaux faibles plus nombreux, plus complexes et nécessitant une vigilance accrue. Un troisième indicateur complète le tableau, une baisse de 45% des aides extérieures conditionnées. Ce recul modifie l'équilibre des financements internationaux disponibles. Les rapports l'analysent comme un paramètre structurel, non comme une sanction ou un choix politique. Un tel delta implique une reconfiguration forcée, soit une réallocation interne plus marquée, soit une diversification des sources de financement. Et dans tous les cas, la marge de manœuvre se déplace. Les mécanismes de continuité économique doivent s'ajuster à une composition budgétaire différente, où les dépendances extérieures deviennent moins centrales. Pris ensemble, ces trois indicateurs dessinent une lecture cohérente. Ils ne prescrivent aucune trajectoire, mais décrivent des mouvements quantifiés qui redéfinissent les priorités et les contraintes. La hausse des revenus internes, l'augmentation des dépenses de sécurité et la diminution des aides conditionnées interagissent. Chacun agit comme un révélateur partiel, mais leur combinaison permet de comprendre comment un système absorbe des chocs et redistribue ses ressources. L'intérêt méthodologique réside précisément dans cette articulation. Un chiffre isolé peut être trompeur. 3 deltas observés simultanément offrent une profondeur d'analyse supérieure. Autour d'Ibrahim Traoré, les documents montrent que cette lecture par écart mesurable permet de dépasser l'événement ponctuel pour observer une transition plus large, faite d'ajustements graduels plutôt que de ruptures visibles. La question qui s'ouvre alors n'est pas normative, mais analytique. À partir de quel seuil ces deltas cessent-ils d'être des variations gérables pour devenir des contraintes structurantes ? Les documents disponibles permettent de reconstruire deux cadres d'analyse robustes sans les opposer de manière normative. L'exercice consiste à présenter chaque lecture dans sa forme la plus solide, puis à montrer comment elle s'articule autour des mêmes indicateurs factuels. La première lecture privilégie la continuité par l'ancrage externe. Elle part d'un constat historique et fonctionnel. Les économies enclavées, ou à capacité logistique limitée, s'appuient durablement sur des partenariats extérieurs pour stabiliser certains approvisionnements, sécuriser des chaînes critiques et maintenir une continuité opérationnelle. Dans ce cadre, la baisse de 45% des aides extérieures conditionnées est interprétée comme un signal de tension potentielle. Non parce qu'elle porterait un jugement, mais parce qu'elle peut affecter la disponibilité de ressources spécialisées, la prévisibilité budgétaire et la synchronisation de certains dispositifs. La force de cette lecture réside dans sa prudence systémique. Elle met l'accent sur les risques de fragmentation,
lorsque des appuis structurants se contractent trop rapidement. La seconde lecture met l'accent sur la capacité d'ajustement interne. Elle s'appuie sur deux deltas observables, la hausse de 37% des revenus issus de l'or et la progression de 28% des dépenses de sécurité. Selon cette approche, ces variations montrent qu'un rééquilibrage est possible lorsque des flux extérieurs diminuent. L'argument n'est pas politique, il est méthodologique. Redistribution des priorités, internalisation progressive de certaines capacités et recentrage des mécanismes de décision. La solidité de cette lecture tient à sa fidélité aux données mesurables qui décrivent une transformation fonctionnelle sans supposer d'intention. La comparaison encadrée révèle que ces deux cadres ne s'excluent pas. Ils évaluent les mêmes signaux avec des focales différentes. L'un insiste sur la stabilité offerte par les interconnexions, l'autre sur la résilience issue de la réorganisation interne. Ensemble, ils offrent une lecture plus complète des transitions observées autour d'Ibrahim Traoré, en montrant que la continuité peut dépendre à la fois de l'ajustement interne et de la gestion prudente des dépendances externes. L'apport de cette articulation est clair, elle évite le faux dilemme. Les données n'imposent pas un choix binaire. Elles invitent à suivre les équilibres mouvants entre ancrage et autonomie, tels qu'ils apparaissent dans les indicateurs, et à observer comment ces équilibres évoluent sous contrainte. À ce stade, la dynamique change de nature. Les documents montrent que l'enquête cesse d'être guidée principalement par l'observation des comportements pour entrer dans une phase dominée par l'exploitation méthodique des données collectées. Téléphones, ordinateurs et documents physiques saisis deviennent les sources centrales d'informations. Ce basculement est discret mais décisif. L'analyse ne progresse plus par signaux visibles, elle avance par consolidation documentaire. Les analystes décrits dans les sources procèdent alors à une lecture croisée des métadonnées, des contacts et des flux évoqués. Plusieurs interactions renvoient à des pays voisins et à certaines structures européennes. Aucune interprétation politique n'est formulée. Chaque élément est traité comme un point de connexion potentielle, utile pour cartographier la densité et la récurrence des échanges. Cette étape transforme la compréhension initiale. L'incident n'est plus un événement à clore, mais un système d'interaction à qualifier. C'est dans ce cadre que la position d'Ibrahim Traoré apparaît comme un paramètre de contexte, plutôt qu'un moteur explicite. Les documents n'attribuent aucune intention. Ils montrent simplement que dès lors que des indices matériels suffisants émergent, l'architecture institutionnelle s'adapte et approfondit son niveau d'examen. La pression perçue se lie alors moins dans l'acte initial que dans l'ampleur des vérifications déclenchées. Ce point médian agit comme un révélateur. Il montre que la véritable rupture ne réside pas dans l'arrestation, mais dans le changement d'outil analytique. L'observation laisse place à la preuve exploitable, et la séquence entière se reconfigure autour de ce nouveau centre de gravité. À partir du point médian, les documents permettent d'ordonner les effets observables selon 4 groupes fonctionnels distincts. Cette structuration ne vise pas à interpréter l'incident, mais à comprendre comment une séquence opérationnelle, observation, interpellation, exploitation des données se traduit par des ajustements mesurables dans différents segments du système. Dans ce cadre analytique, Ibrahim Traoré apparaît comme un paramètre de contexte qui accentue la sensibilité institutionnelle aux variations détectées sans que les sources n'attribuent d'intention ou de direction politique. Du côté des administrations publiques, l'effet est d'abord organisationnel. Les services concernés doivent garantir la continuité des processus tout en intégrant des seuils d'alerte plus fins. L'écart de 17% dans les flux internes, déjà identifiés, sert ici de repère pour recalibrer les routines, délais de traitement, coordination interservices, priorisation des dossiers. Les documents soulignent que l'enjeu n'est pas l'accumulation de contrôles, mais leur hiérarchisation. L'administration absorbe le choc par une redistribution du temps et des ressources, cherchant à maintenir la stabilité du cycle opérationnel malgré une charge analytique accrue. Du côté des entreprises et des secteurs économiques, les conséquences se lisent indirectement dans les chaînes logistiques et la planification. La hausse de 37% des revenus issus de l'or et la progression de 28% des dépenses de sécurité modifient l'environnement de coûts et d'anticipation.
Les secteurs exposés doivent intégrer des ajustements de délai, des variations de priorité et une vigilance accrue sur les flux financiers. Les documents ne décrivent pas de rupture, mais une phase de test, la capacité des organisations à absorber des variations sans désorganiser leurs opérations devient un indicateur de robustesse. Du côté des populations et des usages quotidiens, les effets sont plus diffus mais perceptibles. Les ajustements administratifs et logistiques influencent l'accès aux biens essentiels, la mobilité et certaines routines locales. Les sources évoquent des méthodes neutres d'observation, relevé de prix, suivi des flux, enquête rapide, pour mesurer ces micro-variations. Dans l'environnement décrit autour d'Ibrahim Traoré, la perception de continuité devient un enjeu en soi. Même des changements modestes peuvent être interprétés comme des signaux lorsque le contexte général est chargé. Du côté des régions et zones exposées, l'analyse porte sur la capacité d'absorption territoriale. Les infrastructures, la circulation économique locale et la densité des réseaux conditionnent la diffusion ou la concentration des effets. Les documents indiquent que les zones les plus connectées aux échanges extérieurs ressentent plus rapidement les ajustements, tandis que d'autres restent relativement stables. L'objectif analytique est de déterminer si les signaux observés demeurent circonscrits ou s'ils se propagent par effet de réseau. Prises ensemble, ces 4 lectures dessinent un paysage cohérent. Elles montrent comment un incident, traité de manière méthodique, produit des répercussions différenciées mais mesurables. Autour d'Ibrahim Traoré, les conséquences ne se résument pas à un impact unique. Elles se déploient en couches, révélant la manière dont un système ajuste ses priorités et teste sa résilience face à des contraintes multiples. Les informations disponibles permettent de structurer une projection en 3 scénarios distincts, non pour anticiper une trajectoire politique, mais pour organiser la lecture des risques opérationnels à moyen terme. Chaque scénario s'appuie exclusivement sur les dynamiques déjà observées. Variation des flux internes, ajustement économique mesurable, exploitation progressive des données et reconfiguration des chaînes opérationnelles. L'objectif est de comprendre comment ces paramètres pourraient évoluer s'ils se stabilisent, se renforcent ou se dégradent. Commençons par un premier scénario, celui d'une continuité maîtrisée. Dans cette hypothèse, les indicateurs actuels demeurent relativement stables. La hausse de 37% des revenus miniers, l'augmentation de 28% des dépenses de sécurité et la baisse de 45% des aides conditionnées continuent de produire des effets, mais sans créer de rupture. Les administrations absorbent la charge analytique, les cycles décisionnels restent fonctionnels et les procédures affinées lors des phases précédentes deviennent à la norme. Autour d'Ibrahim Traoré, ce scénario correspond à une adaptation progressive où les ajustements successifs s'intègrent dans une routine opérationnelle plus dense mais contrôlée. Passons à un deuxième scénario, celui d'une consolidation renforcée. Ici, les transformations observées s'articulent de manière plus fluide. Les capacités opérationnelles se renforcent, la coordination interservices gagne en clarté et les mécanismes documentaires mis en place après l'interpellation améliorent la cohérence institutionnelle. Les variations économiques sont absorbées avec un coût réduit et les chaînes décisionnelles deviennent plus prévisibles. Dans ce cadre, les données exploitées servent davantage à l'optimisation qu'à la gestion de crise. Ibrahim Traoré apparaît alors comme un élément de contexte autour duquel le système affine sa capacité d'apprentissage et de stabilisation. Enfin, dans un troisième scénario, les contraintes s'accroissent. Cette hypothèse suppose une intensification des pressions. Les ressources deviennent plus limitées, les chaînes logistiques subissent des perturbations supplémentaires et les variations déjà relevées se combinent. La baisse des aides conditionnées pèse davantage sur les marges d'ajustement, tandis que la charge analytique augmente. Dans ce cas, une formulation conditionnelle s'impose. Si les signaux faibles se multiplient plus vite que les capacités d'absorption, alors les coûts d'adaptation pourraient croître plus rapidement que les mécanismes de réponse. Ces scénarios ne sont ni exclusifs ni figés. Ils servent de cadre de lecture pour observer les transitions plutôt que les instantanés. La recommandation méthodologique est simple. Suivre les interactions entre indicateurs, plutôt que de surinterpréter un seul signal isolé.
À ce stade, l'analyse peut se rapprocher de l'expérience concrète du spectateur, non pour personnaliser excessivement la situation, mais pour montrer comment des dynamiques techniques se traduisent en effets perceptibles selon les profils concernés. Les documents permettent de distinguer 3 ensembles d'acteurs, chacun exposé différemment aux ajustements décrits. Pour les jeunes actifs et professionnels en début de parcours, les variations systémiques apparaissent souvent à travers l'environnement de travail. Les ajustements administratifs, la réorganisation de certaines priorités et la densification des contrôles modifient les délais, les exigences de conformité et les compétences recherchées. Les sources suggèrent que ces publics servent d'indicateurs précoces. Ils perçoivent rapidement les changements dans l'accès à l'information, la stabilité des cadres professionnels et la visibilité des trajectoires. Une lecture utile consiste à observer quels secteurs absorbent le mieux ces ajustements et lesquels montrent des signes de tension. Pour les ménages établis et les communautés locales, l'impact se lit davantage dans les routines quotidiennes. Les ajustements logistiques et administratifs influencent la disponibilité de certains biens, la mobilité et la continuité des services. Les documents évoquent des outils d'observation simple, comparaison de prix, suivi des flux, observation de la distribution, pour mesurer ces variations sans les surinterpréter. Dans un contexte où la figure d'Ibrahim Traoré structure l'attention institutionnelle, même des changements modestes peuvent être ressentis plus intensément, car ils s'inscrivent dans un environnement perçu comme sensible. Pour les acteurs mobiles ou externes, tels que la diaspora ou les partenaires techniques, l'enjeu principal concerne la continuité des échanges et la lisibilité du cadre opérationnel. Les interactions révélées lors de l'exploitation des données montrent une densité de réseau qui nécessite des ajustements constants. Ici, la capacité à maintenir des canaux de communication stables devient un facteur clé de résilience. L'intérêt pour le spectateur réside donc dans cette mise en perspective. Comprendre que les effets ne sont ni uniformes ni immédiats, mais différenciés et progressifs. Lire ces signaux, c'est gagner en clarté face à des transformations qui se jouent rarement sur le devant de la scène. Les documents disponibles permettent de dégager une feuille de route structurée en plusieurs axes, conçue non pour prescrire une orientation politique, mais pour transformer une séquence d'observation en capacité durable d'apprentissage institutionnel. Cette approche repose sur l'idée que les ajustements observés ne prennent sens que s'ils sont intégrés dans des mécanismes stables, mesurables et régulièrement réévalués, en particulier dans un contexte sensible autour d'Ibrahim Traoré. Un premier axe concerne la consolidation des mécanismes de surveillance. Il s'agit d'intégrer les flux d'informations existants, d'harmoniser les seuils d'alerte et de garantir un traitement systématique des signaux faibles. Les critères de suivi portant sur le temps de détection, la cohérence des données et la capacité à distinguer rapidement une variation contextuelle d'un écart structurel. Un deuxième axe porte sur la gestion optimisée des ressources critiques. Les documents évoquent la nécessité de cartographier précisément les capacités disponibles, d'identifier les dépendances sensibles et de renforcer les redondances logistiques. L'évaluation se fait à partir d'indicateurs concrets, continuité des opérations, disponibilité des stocks et flexibilité des équipes. Un troisième axe vise la communication interne et la sensibilisation. Les organisations mettent en place des modules de formation, des outils de coordination et des procédures partagées afin de réduire les erreurs et les interprétations divergentes. La mesure de cet axe repose sur la clarté des messages et l'adhésion des unités concernées. Un quatrième axe concerne les partenariats techniques. L'objectif est d'harmoniser les protocoles, de mutualiser certaines ressources et d'améliorer la fluidité des échanges sans accroître la dépendance. Les indicateurs incluent la rapidité d'exécution et la cohérence des interfaces opérationnelles. Enfin, un cinquième axe repose sur l'évaluation continue. Des audits réguliers permettant d'ajuster les priorités, de vérifier l'efficacité des mesures et d'intégrer les enseignements tirés. Ce cycle transforme des constats isolés en mécanismes durables.